Pourquoi n'y a-t-il pas de déchets dans la nature? Alors on l'a vu, parfois la nature a créé des choses qui se sont accumulées comme l'oxygène. Cependant, la nature est beaucoup plus efficace que nous pour gérer ces déchets. Alors il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent pour essayer d'expliquer pourquoi la nature est plus efficace. L'une d'entre elles, c'est que dans la nature, il y a une sorte de criée aux déchets. Il n'y a pas de silo. Par exemple, quand les feuilles tombent des arbres dans une forêt, on n'organise pas de système de ramassage et on ne subventionne pas les vers de terre. Dans la nature, tout communique avec tout. Et le fait que tout communique avec tout fait que l'acheteur potentiel d'un déchet a plus de chances de tomber sur le déchet. Et donc le producteur d'un déchet a plus de chances de tomber sur un acheteur. La nature a créé le seul système économique où pour toute offre il y a une demande. Et ça mériterait en quelque sorte le prix Nobel d'économie. Aucun économiste aujourd'hui n'est en mesure de créer un système économique dans lequel il y aurait un pouvoir d'achat élevé et où pour toute offre il y aura une demande. La raison pour laquelle nous produisons des déchets, c'est que nous produisons en ligne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un cul-de-sac. Nous produisons des choses dont personne ne veut. La définition économique d'un déchet, c'est quelque chose pour lequel la demande est négative. S'il faut vous payer pour que vous acceptiez quelque chose, c'est un déchet. Et donc nous les humains, nous produisons de telles choses. Aussi bien d'ailleurs sur le plan financier, où pendant la crise de 2008, on a parlé d'obligations déchets, ou pourris, junk bonds, que sur le plan matériel. Un sac plastique usagé, c'est un déchet. La nature ne produit plus de telles choses, même si à certaines époques on peut considérer qu'elle en a produit, tout simplement parce qu'elle organise un speed dating des déchets. C'est-à-dire que la nature vend ses déchets aux plus offrants. Il y a une compétition pour tout ce qui sort d'un système pour que d'autres organismes puissent le récupérer, et c'est encore une fois le plus offrant qui va le récupérer. Alors ça peut nous inspirer des modèles économiques particulièrement performants. Il y a eu plusieurs générations sur ces modèles économiques, par exemple le cradle to cradle qui a été développé dans les années 70 et qui considère que quand on fabrique un produit, eh bien, il faut penser à sa fin de vie. Il y a l'économie circulaire qui poursuit ces idées et qui considère que nous devons produire en cycle plutôt qu'en ligne. Et enfin, il y a la blue economy qui se définit comme l'économie circulaire ultra rentable. Ce qu'a défini Gunther Pauli, le fondateur de la blue economy, c'est qu'en fait, le recyclage des déchets, qu'on n'appelle plus d'ailleurs recyclage mais upcyclage, puisqu'on fait mieux avec le déchet que l'on a, eh bien pouvait être très rentable, sans subvention, sans écotaxe. Alors d'où vient cette idée? L'équation fondamentale de la blue economy, qui est directement inspirée de la nature, c'est que déchets plus connaissance égale emploi. Si on mélange un déchet, qui est du passif, avec de la connaissance, on obtient un actif, c'est-à-dire un emploi, ou une richesse. Cette notion, en fait, elle est ancienne. On considère qu'elle est à l'origine de l'expression « l'argent n'a pas d'odeur », qui est attribuée à Vespasien. Vespasien, qui est venu après Néron, aurait inventé les Vespasiennes, les toilettes publiques romaines, et avait un business model sur ces toilettes publiques. Vespasien aurait été très choqué de voir que, encore aujourd'hui, dans certains aéroports, il faut payer pour aller aux toilettes. Vespasien, notamment, vendait l'urine. Par exemple, aux tanneurs, l'urine est très utile pour travailler le cuir. Aujourd'hui, à Fès, on la travaille avec de la fiente de pigeon, du temps des Romains avec de l'urine humaine. Et cette urine, il la vendait, ça lui faisait une recette. La légende veut que son fils lui ait évidemment un jour signifié qu'en tant qu'empereur, c'était pas très digne de sa part de vendre de l'urine. Et donc, pour essayer de donner une leçon à son fils, il lui aurait amené la recette de cette vente d'urine. Il lui aurait dit « va sentir ça, s'il te plaît ». Son fils « attends papa, c'est de l'argent ». « Si, mais va le sentir quand même ». « Bah, c'est de l'argent, ça sent rien ». Et oui, tu vois, c'est la recette de la vente de l'urine. L'argent n'a pas d'odeur. Donc, déchets plus connaissance égale richesse. C'est quelque chose que l'on connaît depuis l'Antiquité. Pourquoi c'est important aujourd'hui et pourquoi c'est la nature qui nous l'enseigne? Parce que faire rencontrer un acheteur et un vendeur, c'est de la connaissance. Et quand la nature organise comme ça du speed dating des déchets, elle crée du savoir en fait. Aujourd'hui, on le sait, on produit trop de déchets. En fait, la situation est simple. Dans le passé, on pouvait enterrer nos déchets. On pouvait les mettre dans la mer ou dans la terre. Pourquoi? Parce que la mer ou la terre étaient sensiblement infinies pour nos déchets. Avant la mondialisation, les océans ou la terre étaient quasiment infinis pour nos déchets. Quand un Gaulois jetait des débris d'amphores, ça n'influençait absolument pas l'écosystème. Aujourd'hui, avec la mondialisation, et c'est tant mieux, la terre est finie, la terre est devenue plus petite. Les distances se sont raccourcies aussi bien en télécommunication que pour le voyage. Eh bien, le problème, évidemment, c'est que nos déchets ne sont plus infiniment solubles dans la nature. Si on veut traiter nos déchets, il faut donc les confronter à quelque chose qui est intrinsèquement infini, et cette chose, c'est la connaissance. La connaissance est infinie. Donc, ce que nous amènent les travaux de Gunther Pauli, et qui est directement inspiré de la nature, c'est qu'il ne faut plus enterrer nos déchets dans la mer ou dans la terre, mais il faut les enterrer dans la connaissance.
Et c'est en les arrosant de connaissances que non seulement on créera des emplois, mais qu'au XXIe siècle, on peut envisager une abolition rentable du déchet, et même mieux, que les pays riches ne soient plus exportateurs nets de déchets, mais importateurs. Et on le voit déjà avec le cas de la Corée du Sud, qui est un des pays les plus investis dans l'économie de la connaissance. La Corée du Sud a développé, il y a 2 ans, une technique pour fabriquer des batteries qui coûtent plus cher que l'or au gramme à partir de mégots de cigarettes. Donc les Coréens disent « nous allons devenir importateurs nets de mégots de cigarettes ». Il est tout à fait possible d'envisager que de même que l'abolition de l'esclavage a été rentable, de même que l'abolition de l'apartheid a été rentable, l'abolition du déchet soit rentable aussi au XXIe siècle, si et seulement si nous sommes aussi malins que la nature.